Et si les premiers signes que quelqu'un ne vous aime plus ne se manifestaient pas dans son comportement, ses paroles ou même son absence, mais dans votre propre corps, sous la forme de réactions physiques qui s'intensifient à chaque fois que vous êtes près de lui. Avant que l'esprit ne s'en aperçoive, le corps enregistre la rupture. La poitrine commence à se resserrer, même dans les moments de silence. Le souffle se raccourcit légèrement au cours d'interactions autrefois ordinaires. Le système nerveux reste en alerte en présence d'une personne qui, auparavant, vous donnait l'impression d'être calme. Et sans qu'il y ait de conflit direct, votre estomac commence à se serrer lorsqu'elle parle, vos épaules restent tendues même après la fin de la conversation, et votre sommeil devient plus léger, comme si tout votre système se préparait à quelque chose qui s'est déjà produit. Il ne s'agit pas de sensations aléatoires, ce sont des réponses intelligentes d'une partie de vous qui détecte l'absence de sécurité bien avant que vos pensées ne puissent la nommer. Elles se produisent systématiquement lorsque la résonance émotionnelle est perdue, lorsque la personne avec qui vous êtes ne vous rencontre plus dans ce champ invisible où l'amour circulait autrefois librement. Votre corps, bien plus honnête que vos espoirs, ne s'adoucit plus en leur présence. Il ne se penche plus, il ne s'ouvre pas, il recule, pas de façon spectaculaire, mais de façon décisive. Et plus vous restez, plus il commence à vous signaler que la connexion à laquelle vous vous accrochez vous coûte plus que vous n'êtes prêt à l'admettre. Il ne s'agit pas d'une anxiété injustifiée. C'est la conséquence d'une tentative de rester émotionnellement connecté à quelqu'un qui n'est plus disponible au niveau requis par votre cœur. Et lorsque cela devient la norme quotidienne, le corps compense. Il se tend, il s'aplatit, il s'adapte à l'absence, mais il n'oublie jamais qu'il manque quelque chose de vital. Ce qui apparaît toujours lorsque l'amour n'est plus là, avant toute autre chose, c'est la rébellion du corps contre une fausse appartenance. Une rébellion silencieuse, faite de tension, de fatigue, de respiration superficielle, d'agitation et d'engourdissement émotionnel. Et plus vous ignorez ces signes, plus votre système commence à s'effondrer à l'intérieur. Mais si vous apprenez à écouter, si vous permettez à votre corps de devenir le premier à dire la vérité, alors vous n'aurez plus besoin de formes de douleur plus fortes pour valider ce que vous savez déjà. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Et lorsque vous choisissez enfin de croire votre corps plutôt que votre peur, la guérison commence. Non pas parce qu'il revienne, mais parce que vous le faites. Lorsque quelqu'un ne ressent plus d'amour pour vous, il se produit quelque chose que la plupart des gens ne reconnaissent pas immédiatement. Non pas parce que c'est difficile à voir, mais parce que c'est difficile à accepter. Ce qui commence à se manifester n'est pas l'agression, le rejet ou le conflit. C'est l'absence à l'intérieur de la présence. C'est le fait d'être proche de quelqu'un et de se sentir complètement seul. L'un des signes les plus évidents que l'amour a rompu un lien est le suivant. Vos émotions cessent d'avoir de l'importance. Votre joie n'est plus célébrée. Votre tristesse n'est plus ressentie. Votre vulnérabilité n'invite plus à la proximité. Elle crée une distance. Et chaque fois que vous essayez d'exprimer ce qui est vivant dans votre cœur, ce qui vous revient, c'est une sorte de platitude émotionnelle, un mur fait non pas de colère, mais d'indifférence. Il ne s'agit pas d'un malentendu ou d'une déconnexion temporaire. C'est ce qui se produit lorsque l'amour n'est plus actif dans la relation. L'énergie entre deux personnes stagne. L'engagement émotionnel s'estompe. Les conversations restent en surface. La personne avec laquelle vous partagiez tout commence à traiter votre profondeur comme du bruit et vos sentiments deviennent invisibles. Non pas parce qu'elle ne vous entend pas, mais parce qu'elle a cessé d'écouter avec son cœur. Vous pouvez toujours parler. Vous pouvez toujours être physiquement proche. Mais toutes les offrandes émotionnelles que vous faites reviennent vides. Il n'y a pas de reflet, pas de chaleur,
aucune réponse intérieure. Avec le temps, cette dynamique vous entraîne à ne plus ressentir les choses à voix haute. Vous commencez à cacher votre vérité pour éviter le silence qui suit son partage. Vous n'attendez plus d'empathie. Vous commencez à vous rétrécir, non pas par choix, mais par réaction de survie. L'âme sait qu'elle n'est plus reçue, et elle se contracte dans un chagrin silencieux. Vous le ressentez comme un sentiment d'égarement émotionnel, comme si vous étiez présent dans une conversation qui n'accueille plus votre voix. Vous riez, mais votre voix ne résonne pas. Vous pleurez, mais cela ne les atteint pas. Vous parlez, mais quelque chose de sacré en vous n'attend plus d'être entendu. C'est la mort émotionnelle qui précède la séparation physique, l'endroit où la connexion devient coexistence, où la proximité devient obligation, et où l'amour n'arrive plus, même si la présence demeure. Mais voici la vérité. Lorsque vos émotions ne créent plus de mouvement dans la relation, lorsque votre joie n'inspire pas la joie et que votre tristesse ne génère pas de compassion, vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'après-coup de quelque chose qui s'est déjà terminé. C'est le prix à payer pour rester là où l'amour ne passe plus. Vous devenez émotionnellement exilé dans votre propre relation. Car lorsque quelqu'un ne vous aime plus, votre vérité cesse de faire la différence et son indifférence commence à vous faire disparaître. Un autre signe indéniable qui commence à apparaître lorsque l'amour s'est dissous est la disparition progressive de l'initiative, de la présence et de la participation émotionnelle. Une déconnexion qui ne commence pas par une absence, mais par un désengagement, où une personne n'agit plus à partir d'un lieu d'investissement partagé, mais à partir d'une posture d'entretien minimale. Il y a un changement d'énergie qui commence à être perceptible au fil du temps, non pas à cause de ce qui est dit, mais à cause de ce qui est retenu. Les moments qui étaient porteurs de joie deviennent neutres. Les gestes qui provenaient autrefois de l'affection semblent maintenant retardés, non pas en raison de contraintes de temps ou de distraction, mais parce que le désir de s'occuper de quelqu'un s'est affaibli. Et lorsque l'amour devient un bruit de fond, vous commencez à ressentir la présence de l'autre, non pas comme un réconfort, mais comme une distance que vous ne pouvez plus combler. L'épuisement spirituel fait partie de votre réalité émotionnelle. Vous remarquez que votre ouverture ne se traduit plus par une connexion plus profonde, que les conversations restent confinées à des questions pratiques, et que le rythme subtil de la syntonie émotionnelle s'est brisé, laissant derrière lui un calme étrange, non pas le calme de la paix, mais le calme qui provient de deux personnes qui ne se rencontrent plus à la même fréquence. Le plus douloureux, c'est que cette érosion n'arrive pas de façon définitive, mais de façon stratifiée, lente et fragmentée. Elle se manifeste par des regards qui ne s'arrêtent plus, par des mots qui manquent de poids émotionnel, par de petites décisions qui ne tiennent plus compte de vos sentiments. Et vous commencez à reconnaître que l'amour qui vous animait tous les deux s'est installé dans un état d'entretien, dépourvu d'efforts sacrés. Dans cet espace, vous commencez à vous remettre en question. Vous commencez à chercher des signes d'affection dans des détails qui ne devraient pas nécessiter d'interprétation. Vous vous demandez si leur neutralité est de la fatigue ou du détachement. Vous commencez à mesurer la fréquence à laquelle ils initient la proximité, la fréquence à laquelle ils prennent des nouvelles, la fréquence à laquelle ils se soucient suffisamment de vous pour vous demander comment vous allez vraiment. Et ce qui vous revient, encore et encore, c'est la réalisation que la présence émotionnelle que vous ressentiez auparavant est devenue facultative de leur part et urgente de la vôtre. Un déséquilibre silencieux commence à définir la relation. Vous remarquez que vos sentiments restent contenus, non pas parce que vous manquez de courage pour les partager, mais parce que vous ne croyez plus qu'ils atterriront là où ils le faisaient auparavant. Et lentement,
Ce silence intérieur apprend à votre système à attendre moins, non pas par choix conscient, mais comme une forme d'autoprotection. L'âme, autrefois pleinement engagée dans le lien, se tient maintenant tranquillement au bord, sentant que l'espace émotionnel qu'elle occupait n'est plus ouvert. Et sans le déclarer, vous commencez à vous retirer, non pas par ressentiment, mais parce que votre moi profond comprend quelque chose que votre esprit essaie encore d'éviter. La personne à laquelle vous vous accrochez ne vous accroche plus en retour. Ce n'est pas l'absence d'amour qui fait le plus mal. C'est la présence sans participation, le contact visuel sans chaleur, les conversations sans profondeur, les gestes qui imitent la proximité mais n'ont aucune signification. Et bien que la relation continue à fonctionner extérieurement, quelque chose d'intérieur commence à se préparer à une vérité qui ne peut pas être reportée éternellement. Parce que le corps, le cœur et l'âme savent tous, avant même que l'esprit ne le permette, que quelque chose d'essentiel n'est plus vivant dans l'espace que vous appeliez autrefois l'amour. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de la psychologie, a fait remarquer un jour que la plus grande douleur psychologique ne provient pas d'un conflit extérieur, mais du fait de ne pas être vu, entendu et compris par ceux à qui nous avons confié notre réalité émotionnelle, et cela n'est nulle part plus profondément ressenti que dans une relation où l'amour a existé, mais n'existe plus. Lorsque quelqu'un cesse de vous aimer, l'absence ne s'annonce pas dans le chaos. Ce qui commence à apparaître, c'est un désalignement subtil qui devient plus constant avec le temps, non seulement dans la façon dont il vous répond, mais aussi dans ce qu'il ne remarque plus. Le ton de votre voix lorsque vous parlez, les détails de votre journée, la façon dont votre humeur change lorsque vous êtes blessé. Ces choses avaient de l'importance. Aujourd'hui, elles passent inaperçues. Non pas parce que vous avez cessé de les exprimer, mais parce que vous avez cessé de les recevoir. Il ne s'agit pas de négligence dans sa forme la plus évidente. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus désorientant, une relation qui continue à fonctionner à l'extérieur, alors que quelque chose d'essentiel à l'intérieur meurt lentement. Vous commencez à remarquer qu'ils ne répondent qu'aux versions de vous qui leur conviennent. La version réfléchie, contenue, posée. Mais la version complète, celle qui comporte des contradictions, de l'intensité, de la profondeur, de la douceur et des besoins, est accueillie avec une distance émotionnelle, un rejet silencieux ou une tolérance qui ressemble plus à de l'endurance qu'à de l'engagement. Ce qui rend cette expérience si difficile à nommer, c'est qu'elle ne s'accompagne pas d'une violation claire. Elle s'accompagne d'une passivité émotionnelle, avec la réduction de l'investissement émotionnel. La perte d'un langage commun. Au fur et à mesure que la situation s'aggrave, il devient plus difficile de faire confiance à votre expérience interne. Vous commencez à vous demander si ce n'est pas simplement ce qui se passe dans les relations à long terme. Peut-être que c'est vous qui en demandez trop. Peut-être que la chaleur qui vous manque n'est pas essentielle. Mais Jung dirait le contraire. Car lorsque la psyché perd son reflet, lorsque le moi émotionnel cesse d'être reflété, elle souffre. Elle commence à se fragmenter. Elle commence à se réprimer pour survivre à l'ennui de ne pas être ressentie. Et plus cela dure, plus votre présence émotionnelle commence à se flétrir dans l'espace où elle s'épanouissait autrefois avec aisance. L'une des choses les plus dévastatrices qui apparaît toujours en l'absence d'amour est la suivante. Vous commencez à douter de votre propre réalité émotionnelle. Non pas parce qu'elle n'est pas valable, mais parce que la personne qui la confirmait auparavant a cessé de le faire. Il ne vous reste plus qu'à gérer le silence croissant entre ce que vous ressentez et la façon dont vous le recevez. Et si ce silence n'était pas neutre? Et s'il était la preuve de quelque chose que vous avez senti, mais que vous n'avez pas encore totalement admis? Parce qu'il y a une autre chose qui apparaît toujours,
Et une fois que vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi vous vous êtes senti si invisible, même dans leurs bras. Une fois que vous commencez à reconnaître ce que votre corps a essayé de vous dire, une fois que vous cessez d'ignorer le malaise qui s'installe dans votre poitrine chaque fois que leur présence vous semble émotionnellement vide, et une fois que vous reconnaissez enfin que ce que vous recevez n'est pas une connexion, mais un détachement poli, quelque chose commence à changer intérieurement, non pas d'une manière qui provoque l'effondrement, mais d'une manière qui commence à réorganiser tout ce qui est en vous en direction de la vérité. Au début, ce n'est pas libérateur, c'est lourd, désorientant et indéniablement réel. Il y a de la peine à réaliser depuis combien de temps on s'adapte, on s'ajuste et on essaie de compenser ce qui n'a jamais été rendu. La prise de conscience que ce que vous appeliez l'amour est devenu un lieu d'exil émotionnel, non pas parce qu'ils sont partis, mais parce qu'ils sont restés d'une manière qui vous a laissé invisible, provoque un déchirement silencieux. Pourtant, sous cette douleur, quelque chose d'autre commence à s'éveiller. Le retour doux et régulier de la confiance en soi. Car lorsque vous cessez de négocier avec ce que vous savez déjà, lorsque vous cessez de réécrire la vérité pour préserver le confort de quelqu'un d'autre, votre propre clarté commence à s'affiner et avec cela, un autre type de présence commence à émerger en vous. Vous commencez à remarquer combien de fois vous avez fait taire vos besoins pour éviter les tensions. Combien de votre joie vous avez retenu lorsque vous avez senti qu'il n'écoutait pas vraiment. Avec quelle rapidité vous êtes passé de la vulnérabilité à l'enfermement sur vous-même, chaque fois que leur visage ne répondait pas à votre douleur. Vous vous souvenez de moments où vous êtes resté physiquement dans la pièce, mais où vous l'avez quitté énergétiquement, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que le coût d'être pleinement présent en leur absence était devenu trop élevé. Cette prise de conscience ne se fait pas d'un seul coup. Elle se déploie par morceaux, au fur et à mesure que vous commencez à sentir le poids que vous avez porté, le poids d'avoir été le fil émotionnel qui a maintenu la connexion en vie longtemps après qu'elle ait cessé d'être réciproque. Vous vous souvenez du déséquilibre, non pas comme d'un concept, mais comme d'un souvenir ressenti dans votre corps. Le resserrement de votre poitrine, le sommeil agité, la façon dont vos épaules restaient tendues, même pendant le silence, parce que quelque part au fond de vous, votre système savait qu'il retenait plus qu'il ne recevait. Avec cette reconnaissance, quelque chose de sacré commence à se déplacer, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous cessez de poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Vous arrêtez de répéter des conversations qui ne mèneront jamais à une résolution. Vous cessez d'attendre la réciprocité de la part d'une personne qui s'est déjà retirée du contrat émotionnel. Et dans ce calme, un autre type de pouvoir s'élève. Non pas réactif, non pas défensif, mais souverain. Vous vous souvenez de ce que vous ressentez lorsque vous savez ce que vous ressentez et que vous vous y tenez, même si personne d'autre ne l'affirme. Vous commencez à honorer la sagesse de votre corps, l'intelligence de vos émotions et la clarté de votre malaise. Car aucun de ces signaux n'était erroné. Ils étaient seulement gênants pour la version de vous qui croyait encore que cela pouvait être réparé par le seul effort. Les avantages d'une vision claire ne sont pas poétiques. Ils sont viscéraux. Vous respirez plus profondément. Votre système nerveux se stabilise. Vous commencez à vous déculpabiliser. Vous commencez à habiter votre propre paysage émotionnel avec plus de confiance, plus de conscience et surtout plus de vérité. Vous réalisez que la connexion, lorsqu'elle est réelle, n'a pas besoin d'être constamment justifiée. Que l'amour, lorsqu'il est vivant, ne vous fait pas vous sentir invisible. Que le fait de rester, lorsqu'il est sacré, n'exige pas votre réduction émotionnelle simplement pour être toléré. Et à partir de là, les histoires que vous vous racontiez autrefois commencent à s'effilocher. Celles qui disaient « peut-être que l'amour est comme ça » ou
peut-être que je suis trop sensible ou peut-être que j'en attends trop. Vous commencez à voir ces récits pour ce qu'ils étaient, des stratégies de survie dans un espace qui n'était plus aligné sur votre cœur. Mais même aujourd'hui, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas complètement affronté. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils ont cessé de donner, il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez continué à offrir. Il s'agit de ce que vous avez lentement abandonné, morceau par morceau, pour rester dans une structure qui vous a demandé d'oublier ce que c'était que d'être aimé. Et lorsque cette vérité atteint enfin le centre de votre conscience, il n'y a plus d'argument. Il n'y a qu'une clarté silencieuse qui ne peut être ignorée. Et à partir de cette clarté, une décision commence à se former. Une décision qui change tout. Vous savez déjà ce qui se passe lorsque vous donnez trop de vous-même juste pour que la connexion continue à respirer. Vous vous êtes vu rétrécir émotionnellement, physiquement, spirituellement, non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que quelque chose en vous a appris qu'être pleinement présent dans un espace sans enthousiasme n'apporte que plus de douleur. Et maintenant que vous avez commencé à le voir clairement, une nouvelle vérité commence à se révéler sous l'épave silencieuse. Il y a quelque chose qui apparaît toujours lorsque quelqu'un ne vous aime pas. Et ce n'est pas seulement le silence émotionnel, ni l'engourdissement du corps, ni l'érosion de la présence partagée. C'est un moment particulier de conflit intérieur, l'instant où l'on se surprend à jouer le rôle de quelqu'un qui est aimé, tout en sachant au fond de soi que l'on n'est plus choisi. Ce moment n'arrive pas comme une pensée. Il s'agit d'une hésitation viscérale, juste avant de parler, juste avant de toucher, juste avant de faire semblant à nouveau. Une fatigue différente s'installe dans votre organisme. Pas la fatigue du travail ou du stress, mais celle qui résulte de la vigilance émotionnelle dans un endroit où l'on est censé se sentir en sécurité. Vous commencez à préparer vos mots avant chaque conversation. Vous analysez le ton, le timing, les expressions faciales, non pas parce que vous voulez manipuler, mais parce que vous avez appris qu'un seul faux pas peut vous faire sentir encore plus déconnecté que vous ne l'êtes déjà. Le temps devient plus lourd. Vous commencez à remarquer le temps qu'il faut pour qu'il vous demande quelque chose d'important. Les jours passent où votre nom n'est prononcé que pour servir une fonction. L'intimité d'être connu, d'être rappelé dans les petites choses qui semblaient sacrées, n'existe plus. Et pourtant, vous restez. Car partir reviendrait à confirmer ce à quoi vous avez résisté, que l'amour auquel vous vous accrochiez a déjà été archivé en eux. La façon dont vous occupez l'espace change. Les pièces dans lesquelles vous pénétriez sans effort requièrent désormais une armure émotionnelle. Vos rires ne sont plus spontanés. Il doit être gagné, justifié, attendu. Et la facilité d'être simplement sans avoir besoin de se protéger, d'être performant ou de se traduire, disparaît complètement. Vous n'êtes pas figé. Vous vous adaptez à une réalité qui ne reflète plus ce que vous êtes, mais ce que vous avez dû devenir pour rester proche. La voix intérieure cesse de chuchoter et commence à parler avec clarté. Elle ne crie pas, mais elle ne demande plus la permission non plus. Elle vous dit que l'amour n'est pas censé ressembler à une négociation pour des miettes de soins, ou à une réécriture de vos besoins pour qu'ils vous paraissent plus commodes. Il vous rappelle le moment où vous avez été pleinement satisfait par quelqu'un, pas nécessairement sur le plan romantique, mais sur le plan énergétique, et à quel point vous vous êtes éloigné de ce sentiment. Quelque chose de plus profond commence à se manifester à mesure que vous laissez la vérité s'installer. Vous cessez de fantasmer sur le changement. Vous arrêtez de répéter vos mots. Vous commencez à observer, à remarquer, à mesurer non pas leurs efforts, mais votre propre épuisement. Vous commencez à vous demander quelle partie de vous continue à retarder la décision que vous avez déjà prise, non pas extérieurement, mais intérieurement.
là où votre esprit a cessé depuis longtemps de demander la permission de ressentir ce qu'il sait. Un matin, vous vous réveillez et n'attrapez pas votre téléphone. Vous n'espérez pas recevoir un message. Vous n'écrivez pas mentalement comment vous reconnecter. Vous respirez simplement, et ce souffle vous appartient à nouveau. C'est à ce moment-là qu'il devient clair que quelque chose d'irréversible a commencé. Non pas à cause d'eux, mais à cause de la version de vous-même qui n'est plus disposée à porter cela toute seule. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas amer, mais vous avez fini de supplier votre esprit de rester là où il n'est plus reçu. Il ne s'agit plus d'eux, il s'agit du coût de l'abandon de soi et de votre refus croissant de le payer à nouveau. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a que la reconnaissance. Il n'y a pas de sortie, juste la décision d'arrêter de tourner en rond. Il n'y a pas de fin dramatique, seulement la revendication tranquille de tout ce qui est encore vivant en vous, malgré l'amour qui n'est jamais revenu. Mais même maintenant, alors que le bruit s'estompe et que le silence devient honnête, il y a toujours une question qui résonne en filigrane. Quelle partie de vous avait besoin de leur absence pour continuer à vivre? Quelle partie de vous avait besoin de leur absence pour enfin entendre votre propre voix?